Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Nous sommes invités à un brunch chez Jean-François Poulain, à Montréal. Son corridor est une véritable galerie d'art puisque lui-même est un artiste. La première diffusion de cette émission a été faite le samedi 14 janvier 2023 pour le Vidéorandia numéro 3. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, en compagnie de Jean-François Poulain, un collaborateur de très longue date. Et oui, il y aura même un supplément dans le club créé de cette rencontre d'aujourd'hui. Et très bientôt, nous recevons René-Éric Olsen, ce Danois qui est allé faire un voyage en soucoupe volante. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. La musique, Daniel Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland et à la régie Spirale. Le concepteur du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne écoute! D'abord, je te remercie, Jean-François, de recevoir chez toi. Ça me fait plaisir. C'est vraiment zen chez vous, hein? C'est décidé volontaire, mais vraiment, j'essaie de ne pas accumuler les choses, de garder ça simple. Tu le vois, la maison est relativement sans bon, en plus, je suis un célibataire, pas de blonde, quelque part, ça ne nuit pas à garder ça simple. Et pas d'enfant? Ben non, c'est ça, les enfants ont quitté. Et t'avais un chien que tu as pu. Ouais, parce que le chien, il sort dehors, il s'habille un peu pas mal. Mais toi, j'ai un garçon de 30 ans qui a quitté, puis maintenant, il m'a honoré d'un petit-fils, donc je suis grand-père. Ah. Et ma fille habite au-dessus ici, parce que j'ai acheté un duplex à Montréal, qui a un logement en haut, puis j'ai pas fait l'erreur, j'ai failli, j'avais pensé de le transformer en logement entier pour moi. Mais ça aurait coûté très cher, puis ça m'aurait évité de pouvoir, à un moment donné, dire je m'en vais en campagne, j'achète une terre, et je sous-loue les appartements ici à du monde, parce que c'est toujours la possibilité. Ma fille va peut-être faire sa vie ailleurs, puis moi, je pourrais louer l'appartement ici, là, sans problème. C'est plus facile à louer. C'est plus facile qu'une maison. Deux logements, moins grand un peu, quand même. Il est grand ici. Là. Oui, je pense que c'est mis en bas, même chose en haut. Ouais, ça fait la job. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus d'envie. J'ai eu le métro. Tout à fait. J'étais près de métro. Deux stations, j'étais à mi-chemin entre deux stations de métro. Je me déplace, si tu as vu mes vélos, je me déplace majoritairement en vélo. J'en ai un qui est spécifiquement un modèle très urbain, pas de vitesse, très peu d'entretien aussi. Je me déplace avec ça. Comme les bons bicycles des années 50, oui, donc il n'y avait pas de vitesse. Oui. Et qu'on pouvait pédaler par en arrière pour freiner. Lui, je ne l'ai pas fait. Il s'agit juste que tu changes la roue de côté, puis là, ça devient une traction directe. Donc, tu pédales tout le temps, puis quand tu pédales par en arrière, ça freine. Ah! Comme on avait quand on était petit. Oh, oui. On s'en rappelle plus maintenant, on était habitués. Non, mais c'est ça, oui. Je me souviens même du bras de frein. Oui. Il y avait un bras de frein qui s'accrochait après le frein. Oui. Ça, il y en a un de mes vélos qui est ça. Puis j'ai un troisième vélo, c'est le vélo d'hiver qui peut aller dans le calcium et tout ça. Puis à un moment donné, il va finir par casser en deux sous l'effet du calcium. Mais j'ai mis des pneus cloutés dessus, puis je me déplace glace, neige, toute température pour faire mes commissions l'hiver. Pourquoi ils ont laissé les pistes cyclables ouvertes à Montréal alors qu'ils ont enlevé les Bixi? Donc les gens pourraient avoir des bicycles, comme tu viens de dire, qui permettraient à la mairesse de gagner des points. C'est peut-être une question d'entretien, justement, comme moi je dis là, le calcium, tout ça, puis c'est peut-être une petite courbe d'apprentissage aussi à savoir faire du vélo l'hiver. Les pays nordiques, pas Copenhague, mais Copenhague pour d'autres choses dont on a parlé, mais la Suède, le Danemark, c'est des gens qui sont habitués d'aller en vélo l'hiver, dans grosse neige, moins 30, il n'y a pas de problème, c'est une culture de société. Ça se mettrait en place. Là, on est en train de le mettre en place. Ça résiste, il y a des gens de voiture qui ne sont pas contents. Il ne faut pas oublier qu'une personne ou 4, 5, 6, 7 personnes à vélo, ça prend la place d'une voiture. Quand tu es tout seul dans ta voiture, que ta voiture adore à côté de chez vous 90% du temps, c'est un choix que j'ai fait. Tu prends de l'espace de stationnement à Montréal, c'est Quand rare. les commerçants de Saint-Denis disent « Ah oui, mon père... » finalement, après la pandémie, puis après toute la ligne... Tu vois, sur Saint-Denis, maintenant, c'est plus l'autoroute que c'était. C'est vraiment bien aménagé. Tu as une piste cyclable. Ils font autant d'affaires, sinon plus qu'avant. Il y a un rapport qui est sorti l'année passée qui le prouvait. Donc, tu sais, tu arrives un vélo, tu arrives 4 vélos, 5 vélos, tu as des petites places de stationnement, puis tu en as une grosse en avant pour une voiture. Cette incohérence-là, dans 200 ans, on va regarder ça, puis on va se dire « Tabarnouche, il était égoïste, ce monde-là. »
Mais dans 200 ans, on aura le réchauffement de la planète qui fait qu'on n'aura plus les hivers avec des bordées qui n'en finissent plus, puis tout ça, tu sais, ça va être probable ça, là. Cyclable facilement 12 mois par année. Si on regarde une société à la Star Trek, là, c'est pour ça que je t'avais posé la question quand on s'est vu avec Jean de Floride, pardon. Jean de Flore. Moi, je vois une société futuriste sans que tout le monde ait besoin de voiture. Là, tu parlais de téléportation, oui, probablement qu'il va y avoir ça, mais même si on ne parle pas de ça, une vraie société commune où tout le monde vit ensemble, puis que même on est capable de vivre à 11 milliards, puis on est capable de se nourrir, puis tout est bien équilibré, c'est impossible. Impossible que tout le monde ait sa voiture individuelle. Tu vas pouvoir, puis c'est ce que je fais aussi, il y a des communautés ici disponibles, je prends ma petite application, je regarde où il y a une auto, puis je pars avec, je fais ma commission, je la redépose, quelqu'un d'autre la prend. Puis après ça, quelqu'un d'autre. Elle est toujours occupée, mais toujours par des personnes différentes. Il y a 100 personnes, en statistique, je pense qu'il y a 100 personnes sur une seule voiture. Fait que ça, c'est quand j'ai besoin de transporter du Ikea, d'amener un petit meuble ou un truc un peu plus pesant. Et encore, quand j'étais à Amsterdam, tu voyais du monde avec des vélos cargo, il y avait du stock dedans. Oui. Là-bas, c'est dans leur culture, mais ils n'ont pas de tempête de neige comme ici. En Suède, oui. En Suède, quand Copenhague, tout le monde avait des vélos, puis les routes, c'est moitié vélo, moitié auto. Puis pourquoi pas? Dans une densité comme on a à Montréal. Même le premier ministre il se déplace à vélo. Il se déplace à vélo, au lieu d'avoir son auto privé avec son chauffeur. Non, c'est lui. C'est des choix de société. C'est des choix qu'on n'aura peut-être pas le choix de faire à un moment donné que l'environnement va nous imposer. Ou c'est quand même un prix sociétal énorme que de construire ce qu'on a construit. Là, j'adore ça. Parce que ça, c'est le côté que je reconnais de Jean-François Poulain. C'est son côté très optimiste. Tu sais, c'est le gars qui pense vert, qui pense écologique et qui pense fonctionnelle de l'être humain plutôt que rentabilisation, exploitation, recherche d'un profit. Je ne suis pas un idéologue fou non plus. Je ne dis pas qu'il faut faire du vélo pour faire du vélo. Puis je comprends qu'il y a encore des gens qui ont besoin de voitures. On est dans un mode de transition. On essaie de nous faire avaler qu'on a un mode de transition vers la voiture électrique. J'y crois pas. Je pense qu'on va devoir être vers une transition vers où on va permettre aux gens de prendre des transports en commun. Les gens ne sont pas cons. Si tu leur donnes des options, ils vont les prendre. Si tu dis, hey, ça va coûter bien moins cher de prendre un transport en commun, ils vont le faire. Mais là, on ne le fait pas. C'est un choix sociétal. On veut construire des tunnels. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis si c'est pratique, il faut que ce soit pratique. Un transport en commun qui n'est pas fonctionnel. Tu sais, quelqu'un dit, oui, mais me rendre à mon travail avec mon automobile, ça me prend 25 minutes normalement. Quand il y a des embouteillages, ça peut prendre 3 quarts d'heure. Ouais. Mais y aller avec un transport en commun, il n'y a pas d'autobus qui m'amène à la porte. Il n'y a pas. Alors là, je suis obligé de prendre ici, de marcher ça, de finir. Au bout de la ligne, ça devient. C'est pas pour rien que les autorités, les gouvernements veulent imposer ou amener les gens vers le travail à la maison. Par Internet, il y a plein de choses. Ou hybride maintenant, on va beaucoup vers hybride, parce que ce serait le fun. J'ai beaucoup d'amis employeurs qui disent on essaie de ramener les gens vers le bureau un peu, on a un loyer encore pour 2-3 ans, note bien. Après, les baux qui avaient été signés il y a 10 ans, ils sont finis, fait qu'il va y avoir une autre transition. Mais les gens et les jeunes, surtout qui n'ont pas connu, comme nous, en tout cas comme moi, les bureaux genre CGI où tu es tout aligné en rang, puis tu travailles sur ton ordinateur, les gens n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ceux qui ont commencé professionnellement il y a 2 ans. Oui. Ils ont commencé à travailler à la maison. Et là, moi, dans ma compagnie, ils me demandent est-ce qu'on peut se rassembler, est-ce qu'on peut se voir, est-ce qu'on peut travailler ensemble. Oui. Même si vous faites des Zooms, des rencontres. Mais de temps en temps, l'humain, ça reste. Oui, c'est sûr. C'est important. Moi, je suis le premier, j'aime bien travailler. Tu as vu, je suis bien installé ici. Mais c'est important, de temps en temps, je prends mon vélo, puis on va faire une réunion d'une demi-journée dans un café. C'est le fun, comme des petits thés, des machins, des croissants. Pour moi, ça, c'est la qualité de vie urbaine. Quand je suis allé en Europe, pour moi, ça a été la même chose. Amsterdam, c'est ce genre de vie-là. Tu travailles de la maison, en tout cas dans mon métier à moi. Tu prends un vélo, tu t'en vas dans un café rejoindre un ami, tu prends un verre, machin, tu travailles dans le Toi, tu travailles dans le domaine de l'informatique, de l'ordinateur, c'est ça? Oui. Moi, je travaille dans la simplification des interfaces logicielles pour que des humains comprennent. Donc, ça prend beaucoup d'empathie. Petit commercial. Oui. Non, mais c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que je fais. On dit informatique, ça c'est quand je parle à un mononcle et il ne comprend rien. Mais quand je veux dire exactement ce que je fais dans le monde informatique, bien moi je suis spécifiquement celui qui va aider à la conception de logiciels pour qu'ils soient compréhensibles par des humains. C'est pas rien, c'est pas toujours fait parce que on a tous des expériences. Autrement dit, sur l'écran, que ce soit lisible, que ce soit la lisibilité, l'accessibilité pour les daltoniens, des trucs comme ça. Au lieu d'avoir 22 pages de configuration, tu vas en avoir une, tout va être dessus, ça va être facile à comprendre. Tu n'auras pas besoin d'avoir des instructions. C'est ça qu'ils appellent intuitif. Oui. C'est ça, quelque chose de facile, tu comprends. Facile à utiliser. Oui, c'est ça. Mais merveilleux, hein? Ça marche bien? Ça marche bien.
Puis tu voyages dans le monde, là. Puis, mais tu sais pourquoi je fais ça? C'est un principe, tu l'as dit tout à l'heure, je suis un idéaliste un peu positif, oui. Puis pour moi, je me dis, est-ce que l'humanité est obligée de passer par un point comme le 24 février, comme dans Star Trek avec une guerre nucléaire, comme dans beaucoup de films de science-fiction où l'humanité a réussi à s'en sortir, mais ils disent toujours, oui, mais dans notre passé, il y a eu une grande guerre et nous avons dû shifter. Est-ce que l'humanité est comme un humain, tu sais, un humain qui boit, qui vit une mauvaise vie, puis à un moment donné, il fait un accident d'auto, puis il passe proche de mourir. Puis d'un coup, il change sa vie. Il arrête de boire, devient lent, il fait du yoga, machin. Ouais. Est-ce qu'il faut absolument passer par un point catastrophique pour passer à une meilleure société? Comme dirait la théorie du choc. Du choc? Ah, du choc. Du choc. Donner un choc. Puis là, la personne se réveille. La théorie, les gens qui dorment, ils ont besoin de quelque chose qui les secoue puis qui les réveille. Puis souvent, on dit que l'être humain est à son meilleur quand il est au pire. Oui. Et ça revient à quelque chose qu'on disait avant de commencer l'enregistrement. Est-ce qu'on a besoin des guerres? Puis c'est ce que tu disais avec Stéphane hier aussi, avec la réunion d'Iron Mountain. Oui. Où ils ont dit... ça c'est le vidéo rendu numéro 2. Oui, pardon, le numéro 2 de la semaine dernière. Oui. Où vous avez dit ça, où l'humain, ou le comité qui a été contacté aussi, j'imagine, on dit oui, mais non, en fait, on a besoin de l'adversité pour grandir, nous les humains. Donc, non, merci pour votre offre, on va continuer comme on fait là. Est-ce qu'il y avait tort? Peut-être qu'il avait raison. C'est vrai que quand... La paix est indésirable. La guerre est un mal nécessaire. Est-ce que la guerre, parce que ça aussi on en parlait tout à l'heure, est-ce que la guerre ou le défi? Est-ce que, encore une fois, on ramène l'exemple de Star Trek, tu envoies du monde dans l'espace qui risque leur vie, des jeunes hommes de 25 à 35 qui aiment ça, la testostérone, l'adrénaline, de faire des affaires de fou, mais ils vont risquer leur vie à découvrir des affaires et pas à se tuer. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas l'équivalent? Oui, intéressant. C'est parce qu'on a mal canalisé la race humaine? Ceux qui ont colonisé le Nouveau Monde, c'est-à-dire le Québec, la Nouvelle-France, sont arrivés de loin avec un paquet de défis, mais ils sont restés parce qu'à tout bout de champ, on leur donnait l'offre de retourner en Europe, de retourner en France. Il y en a qui étaient un peu de classe supérieure, qui aimaient mieux retourner dans les vieux pays. Mais les autres aventuriers sont restés ici, puis ils ont défriché, puis ils en ont fait un territoire. La langue est encore là. C'est un signe de quelque chose. Il y a moyen de prospérer puis d'y arriver. Tu sais. Puis ça aussi, une autre affaire qu'on parlait tout à l'heure, c'est entre quand on disait, on a dit ça parce que la guerre, on parlait des nouveaux genres, le YEL, tous ces trucs-là, tous les genres que les jeunes se donnent en ce moment. Oui, le YEL, là, ça vient de I va faire telle chose, ça veut dire un gars. I, c'est un gars. Ouais. Elle, ça veut dire une fille. Fait que YEL, ça veut dire les deux. C'est pour ceux qui se disent non-binaires, qui ont les deux sexes. Tu peux dire YEL ou eux. Ah ben je ne sais absolument pas comment le mettre dans un pour une personne. Oui, parce que tu as les deux sexes à l'intérieur d'une personne. Ben, c'est quand on vous voit quelqu'un, tu sais, vous vous sentez bien, oui, on est déjà dans l'IEL. Oui. Parce qu'on parle de vous êtes mais pas on avait dit ça, puis on s'était dit, ça leur prendrait une bonne guerre pour qu'ils arrêtent de réfléchir trop à leur vie, oui. Puis qu'ils reviennent à l'essentiel. Oui. OK. Est-ce que ça prendrait... je suis divisé là-dessus, parce que j'ai l'impression quand même... Une bonne bière aussi. J'ai pas eu l'articulation aujourd'hui, hein, il y a eu d'autres taux. Oui, une bonne bière, oui. Mais... Il y en a qu'une bonne bière, ça les rend joyeux puis ça arrête l'agressivité. On sait qu'on a normalisé, on a légalisé la drogue, certaines drogues simples. Finalement, le pot, c'est quelque chose de naturel, c'est une herbe. Et puis, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a le danger d'en avoir toujours besoin. Là, comment est-ce qu'on appelle ça? La dépendance. La dépendance, hein? Non, hein? Mais ouais, non, je pense pas. Je pense que c'est justement pour ça qu'ils l'ont... la cigarette est pire de toute façon. Donc, en fait, conflit bizarre, sociétal, on permet ça et l'alcool. Là, tu touches un point. Dans l'avenir, le nouveau monde, on ne peut pas imaginer à quel point les choses vont s'améliorer. Je me souviens que dans les années 60, 70, 80, quand j'ai commencé à réaliser que la cigarette était néfaste pour la santé humaine. Alors que des rapports scientifiques nous disaient qu'il n'y avait pas de danger, il y avait pas... Et finalement, on a découvert que tout avait été faussé, tout avait été manipulé par les compagnies de tabac. On a réussi à nettoyer la population des... tu rentrais dans un restaurant, il y avait de la fumée de cigarettes. Tu allais dans des soirées, c'était effrayant. Les spectacles. La fumée, c'était à couper au couteau. Le top du forum, je me rappelle, est allé voir des spectacles. Juste cet élément-là qui prouve qu'on peut changer la société sur quelque chose qu'on aurait cru impossible.
Bien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Geneviève. Ce qui est aujourd'hui considéré woke sera peut-être une normalité plus atténuée de demain. Il y a des choses, il y a des combats qu'on a menés dans le passé, parce qu'on a parlé de Jeannette Bertrand aussi, qui s'est battue, comment ça s'appelait? L'amour. Féminisme, là? Mais comment s'appelait son émission? Le grand A. L'amour avec un grand A. Oui. C'est ça. Puis elle a fait comprendre aux gens que l'homosexualité, c'était normal, que ça pouvait exister, que vous n'aviez pas besoin de les brûler au pilori parce que Homme, femme, etc. Homme, femme, tout ça. Puis c'est devenu des choses beaucoup plus acceptées. On en a dans nos entourages. Là, les queers, là, c'est ceux qui sont aux deux. C'est plus compliqué, je ne sais pas. Ils sont ouverts, si j'ai bien compris. C'est une non-définition du genre sexuel, de ma compréhension. Okay. Mais tout ça pour dire que... C'est un nouveau langage. C'est un nouveau langage. Puis moi, je l'ai testé, comme tu sais, je le prends de façon optimiste quand je rencontre des gens non-binaires, j'en ai dans mon entourage aussi, puis j'essaie de faire une phrase complète, puis que j'y arrive pas, puis je demande la suggestion à la personne. Non-binaire, ça ne veut pas dire hétéro, là. Ça veut dire aussi hétéro, aussi mono, aussi... Je pense qu'ils sont attirés par... comme les anciens Grecs, par l'esprit de la personne, par le beau de la personne. C'est ça, le beau une femme ou un homme. Bien, là. Voilà. Ah, ouais. Puis que je trouve tout à fait correct, parce que déjà, il y a 3000 ans, on en parlait. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense que là, en ce moment, ce qui énerve un peu tout le monde, avec tout ce genrisme-là, puis toute cette espèce de tentative de définition de choses qui ne sont pas toi, moi, il, elle, c'est plus que ça. Moi, je le prends comme un film de science-fiction, comme je te disais tout à l'heure. Je me dis, hey, c'est le fun. On vit la fiction en ce moment. On vit avec des extraterrestres, littéralement, des gens qui sont tellement différents qu'il faut apprendre à les comprendre. Puis qu'eux-mêmes ne se comprennent pas encore. Ça, c'est une autre affaire, mais ils ne se comprennent pas encore complètement. Mais si on le prend avec humour, moi, je pense que c'est un peu comme les femmes voilées. À un moment donné, on dit, on va les obliger à ne pas porter de voile au Québec. Sais-tu quoi? C'est la pire affaire que tu ne peux pas faire. Permettez-leur. Oui. Puis après ça, ils vont juste dire comme, ah oui, OK, c'est permis, mais je ne veux pas le faire. Me dis un adolescent qui n'a pas le droit de porter un voile. Il va le porter, le voile. Permettez-leur de ne pas le faire. Humor them, mais permettez-leur, par exemple, ayons un système de support qui va permettre que si une jeune demoiselle de 15 ans subit de la pression familiale, elle puisse aller voir le CLSC en disant, pouvez-vous m'aider parce que je subis de la pression, mais j'ai le goût de l'enlever. Si on faisait comme ça, à mon avis, dans une génération, il n'y en aurait plus. Et les CLSC auraient une autorité permettant d'agir à l'encontre de la décision des parents? Au moins un côté conseil. Chère famille, vous êtes maintenant... de pression. Autant les parents font de la pression sur la jeune fille, autant le CLSC deviendrait l'avocat du jeune ou de la jeune pour dire, hey, écoutez, les parents... quelque chose comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est encore dans la philosophie de voir les choses de façon positive. C'est un peu... comme les petites sœurs grises, je pense qu'à un moment donné, en entrevue, disaient, à un moment donné, on s'est retrouvés dans un monde où on était gênés de mettre nos voiles. Personne ne nous a dit de les enlever. Tu parles des sœurs grises, les sœurs religieuses, petites sœurs religieuses, oui. Qui, à un moment donné, j'avais entendu une entrevue, j'avais trouvé ça très mignon, puis j'avais fait le rapport avec les voiles des demoiselles musulmanes, puis je me suis dit, ils n'ont pas nécessairement besoin de le porter, c'est juste qu'ils vont vouloir s'intégrer gentiment, mais pas de façon coercitive. Les petites sœurs, elles avaient dit ça, elles avaient dit, c'est juste que la société, elle a évolué. Donc, on s'est senti le besoin de faire partie de ce mouvement-là. Donc, notre uniforme s'est modernisé. On a arrêté de porter nos voiles. Mais je sais qu'il y en a qui ont regretté beaucoup d'avoir perdu, comme les prêtres aussi, ce qu'ils appelaient, comment ils donnaient un nom à ça, les vêtements sacerdotaux, d'autrefois. Bon, ça ne servait pas d'auto, même si c'était le sacerdoce, ça vient de là. Ils ont regretté de les avoir enlevés ou il y en a qui ont regretté parce qu'on avait quelque faire. chose de caractéristique. Un peu comme les bouddhistes, les moines. Ils se promènent tous avec leurs vêtements orange ou rouge ou jaune. Je comprends ça. Mais les petites sœurs ont quand même gardé une partie de l'uniforme. Mais c'est un peu comme les policiers. L'uniforme, l'habit fait le moine. Un policier qui a une tache de moutarde a beaucoup plus de chances de se faire agresser par un criminel, parce que le respect, c'est la machine qui est en avant de lui, qui impose le respect, qui est clean, qui est bien coiffé, qui est comme... ça. Tu m'écoutes. Si tu as une tache de moutarde, tu es mal coiffé, whatever, c'est prouvé, ça. C'est des études qui l'ont prouvé. Je suis content de l'introduction qu'on vient de faire avec Jean-François Poulain, parce que vous deviez le connaître un peu, le personnage. Vous voyez, il est vraiment les deux pieds dans la réalité d'aujourd'hui, avec une vision optimiste du futur. Mais on va aborder maintenant, évidemment, à l'approche du fameux vendredi 24 février 2023, ce qui nous attend. Et qu'est-ce qui nous attend? Alors là, je fais le tour. Comme vous avez remarqué, la semaine dernière, on était chez mon garçon Stéphane. L'autre semaine avant, on était chez Roger avec des anciens amis. Et avec Jean-François Poulain, c'est un ami de longue date
qui a vécu des expériences une fois, en tout cas avec moi. Chez toi. Chez moi. Et une expérience, si tu veux la rappeler rapidement. Oui, c'est rien de très ésotérique, mais quand même. Mais j'ai vu quelque chose passer on était dans les rencontres jardin de la première génération derrière chez toi, puis il pleuvait, puis tout le monde avait sa petite cagoule. Puis il y avait, je ne me rappelle plus le nom de la personne, il a arrêté de venir à un moment donné, on avait échangé beaucoup sur le forum. Okay. Puis à un moment donné, je vois 3 boules de lumière enchâssées l'une dans l'autre et qui allaient à une vitesse et une altitude qui pouvait pas. Il n'y avait pas de drone dans ce temps-là. Ben, j'allais dire ça, c'est pas un drone. C'était début 2006, 2017, quelque chose comme ça. Ben, je présume que non. Quoi, puis tu l'as entendu, il y avait zéro bruit. Okay. C'était pas un hélicoptère. On était la nuit. Oui, c'était la nuit. Puis il pleuvait avec tout le monde. Personne d'autre l'a vu. Puis il y en a qui m'en ont voulu après parce que tu nous avais dit, s'il arrive quelque chose comme ça dans votre vie, vous êtes dans une tente, dans un champ, puis vous voyez une secoupe, puis les gens dorment dans la tente, cet événement-là, il est pour vous. Ouais. Tu avais dit quelque chose, je paraphrase, mais tu avais quelque chose similaire. Je suis encore d'accord avec ça, oui. Fait que j'ai pas fait comme, hey, regardez, il y a une secoupe. Et là, il y avait tous ceux qui étaient dos à la secoupe, ne l'ont pas vu. J'ai donné un petit coup de coude à la personne qui était à côté de moi, dont je me souviens pas du nom. Puis j'ai dit, puis il dit, oui, on voit la même chose. Mais on ne se l'était pas décrit à ce moment-là, on se l'a décrit après, pour valider ensemble. On s'est envoyé un texte croisé pour valider nos expériences. Puis on avait effectivement décrit la même chose qu'on avait vu passer doucement dans le ciel, de Montréal vers... ça a allongé la montagne, puis c'est parti vers, je ne sais pas quelle direction. Quelle montagne? Mont-Saint-Hilaire, bien sûr. Oui, évidemment. Mais c'est ça. Alors, quelqu'un qui vous rapporte ça, le témoignage de Jean-François Poulain, vous venez de l'entendre, le croyez-vous? Ou pensez-vous qu'il y a de fumisterie qui essaye de manipuler les gens et tout ça? J'ai pas besoin d'être cru, mais c'est une expérience personnelle. Puis c'est ce que je trouve encore désolant quand tu suis des ufologues américains, parce que c'est à peu près tout ce qui reste à part toi au Québec. Puis ils parlent encore beaucoup du paper trail. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a vu quoi? Ça a été prouvé comment? On peut analyser le métal? Mais t'en as d'autres comme Grant Cameron, par exemple, qui lui suit beaucoup. Il dit, en fait, c'est quelque chose que tu vis quand tu le vis. Comme tu disais, toi. C'est quelque chose que tu vis et qui est probablement pour toi. Puis ça explique pourquoi les gens autour de toi, ils ne le voient pas. Fait que lui, il explore beaucoup la tendance. Autant où il a voulu avoir des papiers, puis il a fait sortir des papiers du gouvernement américain, puis toutes les études, tout ça. À un moment donné, tu as fait le tour. Il a à peu près ton âge, un peu plus vieux que moi, il est entre nos 2 âges. Puis il s'est dit, à un moment donné, tu as fait le tour de prouver que ça existe, puis de toute façon, tu ne réveilleras pas 100% du monde. Fait que tu réveilles des gens qui ou en ont vu, ou tu crées quelque chose avec les gens qui en ont déjà vu, et d'autres qui voudraient en voir, puis c'est à peu près là où ça se situe. Là, je ne voudrais pas qu'on fasse le procès des ufologues. Je le fais pas. Non, comme je dis la juste semaine qu'on est dernière, encore on beaucoup essayait là. presque de faire le procès des extraterrestres avec mon Stéphane. Vous vous souvenez, hein? Il disait on devrait envoyer en prison tous les... Les mauvais extraterrestres ou les méchants. Ben, de temps en temps, quand tu veux laisser un message direct aux gens, là, quand tu dis « J'attends pas d'être cru », tu peux regarder le public qui est là. J'attends pas d'être cru. Voilà. Oui, alors oui, c'est ça. Mais... avec toi, là, Jean-François, qu'est-ce que tu as l'intention de me demander ou de discuter en rapport avec le fameux 24 février 2023? Là, on rentre dans les choses très compromettantes, hein? Disons-le, parce que tout le monde, dans ton entourage, il doit y avoir des gens qui s'intéressent, mais vraiment pas à ça. Pas du tout. J'étais avec quelqu'un dernièrement où j'ai donné un livre à l'aéroport, puis en revenant, j'ai dit ah ouais, mais j'ai une petite démarche spirituelle. Toi, tu as une démarche spirituelle? OK, là, c'était comme, va pas là. Va pas là. Fait que, mais tu sais, Linda Moultonard a dit, non, mais on est prêt, ils peuvent atterrir, on est prêt. On est prêt, réellement. Vraiment, là, tu penses que demain, il atterrit quelque chose, il n'y a pas 97% des gens au Québec qui ne comprendront pas ce qui se passe, qui vont se réfugier. Moi, je suis sûr qu'on n'est pas prêt. Ils attendent l'approbation d'abord des autorités, puis ensuite l'approbation sociale, comme porter le masque, ou bien non, confinement. Il y a des gens qui ont répondu tout de suite aux autorités en disant « Ils nous le disent, s'il faut le faire, on va le faire ». Il y en a d'autres comme d'autres qui réfléchissent et qui se disent « Attends une minute, c'est quoi là, un masque en papier, ça a-tu vraiment l'importance? » On dit que pour traiter les fameux virus, ça prend une combinaison avec une pression intérieure pour éviter qu'ils entrent. Et puis c'est dans des laboratoires P4. Puis là, on dit avec un petit masque de papier, ça va vous protéger. Là, tu descends des statistiques. Mais imagine que demain, ils atterrissent et qu'ils disent, si vous voulez vous joindre à la Fédération Galactique, vous devez être végétarien. Penses-tu que les gens seraient rébarbatifs ou qui diraient oui? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je vais te dire, si vous devenez végétarien, on vous donne la médecine contre le cancer. Moi, je pense qu'ils accepteraient immédiatement. Tu crois? Moi, je crois oui. On va aller voir des gars au Texas, toi.
Peut-être que les gens en Indonésie qui sont habitués non, ont beaucoup plus une c'est sur les résultats. Il y en a qui vont se rebeller, il y en a qui vont rester témoins puis observateurs, mais les résultats. Quels seraient les résultats, alors? Oui. Moi, je te dis entre 3 à 2 ans. 3 mois à 2 ans, là, la société aura changé. Un peu comme l'arrêt de fumer de la cigarette. Bang! C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Les gens se sont conformés. Qu'ils arrivent et ils disent... Même si les compagnies de tabac faisaient tout. Mais plus de voitures d'ici 5 ans, organisez-vous. Plus de voitures gasoline. Hein? Plus de voitures individuelles, à moins que tu sois quelqu'un qui en a besoin pour être électricien. Tu as une petite camionnette. Bon, mais Klaus Schwab dit que d'ici 5 ans, ou d'ici dans 2030, là, c'est fini la propriété personnelle de quoi que ce soit, d'une maison, d'une auto, et ça va devenir quelque chose de communautaire. Communiste, socialiste, les Américains ne prendront jamais ça. Ils sont actuellement à Davos à discuter. Là. On est dans la période de Davos. Est-ce que c'est pour le mal? Mais c'est clairement, dis ça, toi. Comme moi, j'ai dit à cette personne-là, j'ai un petit côté spirituel, puis il a capoté. Imagine que tu vas dire demain, dans 5 ans, il n'y a plus de propriété individuelle, il n'y a plus de voiture personnelle. Mettons qu'on est moins radical. Il n'y a plus d'auto au Québec. Est-ce qu'on dirait tes bicycles aussi? Ça ne peut pas être personnel. De quoi? Des beaux bicycles, là. Il faut que ton voisin, s'il en a besoin. Moi, je suis prêt à me débarrasser de tout. Si on me dit que la société va être meilleure, puis personne ne va souffrir, ou garde go. Il va y avoir plus de réparateurs de bicycles. C'est dur pour un gars de 55 ans de dire ça. Oui. Parce que j'ai un beau bloc ici. Mais demain, on me dit qu'il est communalisé. Ouais. Ça va me faire mal au cœur. Mais ton dédommagement sera le suivant. Toi, tu l'avais acquis. Toi, tu t'en étais occupé pour le monter. Toi, tu en avais besoin dans les conditions, comme tu as dit, j'ai pas pris 2 étages pour ma vie. Je suis tout seul, je n'ai pas besoin de 2 étages. Alors, ils vont dire, reste dedans, continue à vivre, parce que c'est ce que tu as préparé. Pourquoi tu penses que j'ai acheté ça? Bon. Prévu tout. Non, mais, oui, mais c'est vrai. Non, mais... C'est ça. Il y aura une normalisation qui peut prendre 10, 15, 20 ans pour donner une chance aux coureurs de s'adapter. C'est intéressant ce que tu dis. Oui. Parce que je te l'avais posé la question la dernière fois avec Jean, puis j'essayais de te faire dire comment tu le vois, le futur qui s'en vient. Il y a un moment où on va tous se dire, la pandémie a fait un petit peu ça, on a tout fait comme, whoopalaï, on va s'effondrer, ça ne marchera pas. Moi, j'ai connu le VED-là. Moi aussi. Bon, et un VED-là, 21 jours, pas d'électricité. Oui, tu étais dans le triangle de la politique. Oui, c'est ça. Mes parents aussi étaient à Sainte-Julie. Bon, ben oui, c'est ça, c'était le triangle de glace. 21 jours, pas d'électricité du tout, là. Ouais. On était en plein hiver. Heureusement, ça permettait d'avoir de la nourriture qui restait au froid dehors, mais c'était quand même pas congelé. C'était pas assez froid, pas assez chaud. Non, c'est ça. Et les gens, comment ils vont chauffer? Parce qu'au Québec, on a mis dehors les feux de foyer, les poêles, à moins d'avoir des poêles avec... Puis ils ont reparlé, là, on était à un fil électrique de grosse dimension de perte d'électricité sur toute l'île de Montréal. Ouais. Donc il n'y aurait plus d'eau, plus de vidange, plus rien. Là, on était dans la merde. 2 jours, puis plus de vidange, c'était pas mal. Puis même à l'époque de Noël de 2022, là, le dernier Noël qu'on vient d'avoir, ça passait à un fil. Tout tient qu'à un fil électrique. Bon, alors, qui a quelque chose de palliatif au chauffage, à la lumière, à la communication vers l'extérieur? Le téléphone cellulaire, c'est bien beau, mais ta batterie a besoin d'être alimentée, à moins que tu aies des... Mais là, attends, tu parles du point d'inflexion, tu parles du moment où tout ça, puis tant mieux pour ceux qui ont des panneaux solaires, tant mieux, il y a peut-être des gens qui vont mourir dans un cas de ce choc sociétal-là. Mais quand on parle de Klaus Schwab tout à l'heure, puis du communautarisme, à un moment là, on va passer à travers. Puis de l'autre bord, va arriver probablement ce que tu décris. On va adopter tout. On va tout placer. Ça va prendre du temps avant de se mettre les 2 pieds sur terre convenablement. Il y a des gens qui vont souffrir. Il y a des gens qui vont être des profiteurs. Comme toujours, puis il y en aura toujours. Parce qu'ils vont être en position clé d'apprendre des choses. C'est ça. L'agent d'immeuble qui sait que telle maison est à vendre avec un terrain, puis tout est formidable. Il peut se trouver comment on appelle ça, un prête-nom avec quelqu'un en lui disant, écoute, va chercher une maison, je sais qu'il est prêt à l'accepter à tel prix. Lui, l'agent d'immeuble, il n'ira pas frauder. Il y a un de ses amis qui va aller l'acheter. Il va l'avoir. Il va l'avoir finalement. Et ça s'est vu dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc là, il va y avoir ce moment-là où il y a des gens qui vont profiter de cette transition-là pour faire de l'argent ou pour se positionner mieux que les autres. Qui va forcer tout le monde à faire ça? Il y a toujours des gens qui profitent des changements. Je te dirais, l'État de droit profite. C'est-à-dire les avocats, les juges, les polices, tous ces gens-là qui ont une autorité de droit, ils en bénéficient parce que... Et ils vont toujours en bénéficier parce que pour arriver à un système comme tu le décrivais tout à l'heure,
Si c'est vers là qu'on s'en va. Je ne sais pas comment ça va être fait. Si c'est pas instrumentalisé comme le communiste russe de l'époque. De Staline? Oui, de celui de Staline. Oui. Le principe était bon. Oui. Le communisme est bon dans son principe. Son application finit toujours par être instrumentalisée par une minorité. Puis c'est ce qui est arrivé, en espérant que ça ne le devienne pas. Mais qui va s'assurer que ça ne le devienne pas? Nos amis d'en haut vont venir et vont dire, on va s'occuper que ça reste juste. Penses-tu? J'aime ça qu'on aborde ça lentement comme ça. Le communisme, pour ne pas faire peur à tout le monde, vous savez que les communautés religieuses, les sœurs dans les collèges, dans les couvents, c'est du communisme. On appelle ça une communauté religieuse. Les gens, même, leurs parents, à leur mort, ils laissaient tout leur héritage à leur fille qui était en communauté. Donc, la communauté ramassait tout l'argent des parents de la religieuse qui était là, et elle va monter en grade, avoir un petit traitement, un peu de faveur, puis elle va pouvoir aller faire un voyage d'études en Europe, tu sais. Chose qu'elle aurait peut-être pu vivre à l'état civil normal, mais dès qu'elle est religieuse, ça appartient tout à la communauté. Un autre système communiste qui fonctionne, mais très, très bien, très fort, l'armée. Toutes les armées sont hiérarchisées avec un plan communiste. Tu n'as plus de nom, tu n'as plus de vêtements, tu te fais raser les cheveux complètement parce qu'il faut que tu sois semblable à tous les autres, parce que les cheveux, tu sais, ça donne une personnalité tout de suite. Tu as de l'air un Christ, ben non, tu as de l'air un homme de l'espace. Hein? Alors, vous avez le choix aujourd'hui avec l'émission. On ne donne pas de coups sur la table. Oui, tu as bien raison. Et c'est pour dire qu'avec Jean-François Poulain, on va rentrer là, dans le jus là, de ce contenu d'émission qu'on fait ensemble. Parce que le 24 février 2023, tout ce que je sais depuis que je suis très petit, hein, j'avais à peu près 10-12 ans, quand j'ai eu un contact intéressant. J'en avais eu un à 5 ans. Ces êtres-là qu'on appelle les petits gris, qui m'ont amené à bord d'OVNI, qui m'ont amené à vivre des expériences même de nature sexuelle et d'expériences très, très jouissives. Ça a duré un certain temps, mais après ça, il y a eu des êtres qui sont venus me dire « Tu as vu un côté de la médaille, on va te montrer l'autre côté ». Et c'est à partir de là que j'ai compris ce qu'on appelle le tantrisme en sexualité, entre autres. Et c'est de monter d'énergie, c'est pas d'aller chercher l'orgasme, le plaisir charnel et puis tout ça. Non, c'est d'en arriver à un nouvel état de conscience et de super contrôle de la fameuse énergie vitale. Mes émissions avaient comme but premier normaliser le paranormal. Deuxième, accéder à l'énergie vitale. Troisième but, ne plus avoir peur de la mort. Parce que la mort est la mère de toutes les peurs. Si tu n'as plus peur de mourir, même il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai peur de souffrir, mais pas de mourir. Oui, mais c'est parce que trop souffrir, c'est malaisé. Tu sais. Mais est-ce que la destination mort, ne sachant pas ce qu'il y a après, te force à vivre bien? Est-ce qu'elle n'est pas un bon motivateur? Il y en a d'autres, c'est le contraire. Hein. Je veux dire, c'est là où on parle de l'âme qui tourne dans le bon sens de la vie ou sens de la mort. C'est vraiment ça. Quand quelqu'un croit que quand tu meurs, tu déplogues, il ne reste plus rien, ça vient de finir. Tu disparais, tu t'évanouis. C'est sûr que ça, tu vis ta vie différemment. C'est des êtres qui n'ont pas de spiritualité. On parlait de la spiritualité où quelqu'un t'a apostrophé en disant « Ah, hein, tu t'intéresses à hey, oublie ça, là, je ne veux pas parler de ça. » Parce qu'il mélange peut-être spiritualité et religion aussi. Il faut faire attention. Là. Oui, encore beaucoup, parce que la religion n'est pas si loin derrière nous. Bon. Mais donc, quelqu'un qui n'a pas vu d'extraterrestres ou de soucoupe volante ou qui n'a pas vécu de phénomènes paranormaux, il va continuer à dire que tous ceux qui prétendent que ça existe, eux-mêmes ne l'ont jamais eu, ils ne l'ont jamais connu. Ils n'adhèreront pas à ça. Ils vont dire, t'entends des voix, t'as vu des ovnis, ben va-t'en donc. C'est pour ça que c'est toi qui le dis, c'est pour nous. Oui. C'est notre petit choc. C'est notre choc qui nous fait sortir et réaliser quelque chose d'autre, qui a une autre étape, qui a quelque chose d'autre, qui a une autre façon de penser. Alors, quand tu apprends quelque chose à l'université, ou que tu apprends quelque chose dans une usine, ou dans ta vie privée, que tu réalises que toi, tu le sais, mais qu'il n'y a personne qui le sait, tu te sens privilégié, en partant. Ouais. C'est quelque chose de très, très négatif. Bon, ben là, tu te sens privilégié, mais tu es mal à l'aise de se dire les autres ne le savent pas. Comment tu peux passer le message
sans te faire tirer des tomates, parce que, tu sais, réveiller les gens, là, quand ça dort, ne va pas bosser pendant qu'il dort. Attends qu'il se réveille. Il va se réveiller qu'à midi, ben restez dormir jusqu'à midi. Si tu vas le réveiller à 9h30, là, il va être de mauvaise humeur tout le reste de sa vie avec toi. Alors, tu es aussi bien de le laisser dormir que d'être celui qui l'a brassé. Oui, mauvaise humeur toute Moi, la j'étais journée. bien plus heureux avant de te connaître, parce que depuis que tu m'as parlé de ces affaires-là, je dors plus, puis je suis angoissé, puis tout ça. Oui. Hein, tu comprends, là? Oui. Fait que quand les gens disent à Glenn, ben, pardon, raconte donc ce que tu sais. Penses-tu que tout le monde qui m'écoute à la télévision... Attends un peu. Ceux qui t'écoutent sont réveillés. Pas tous. Il y a beaucoup de curieux. Ah ouais? Ah bah oui. Ceux qui Mais viennent si dans tu le disais club des vraies créé, affaires, là, ils ça circulerait investissent. encore plus. Ceux qui viennent dans le club créé, ils investissent. Donc, ils sont prêts à prendre un risque. Ils mettent de l'argent dans quelque chose, peut-être que ça va donner, peut-être que ça ne donnera pas. Oui, ça va donner quelque chose. Et plus le temps va approcher, plus vous allez comprendre des choses. Mais je ne suis pas là pour donner une recette pour dire... L'investissement à 24 février. Ben oui, c'est ça, mais je ne suis pas là pour... sortir pour hier. Non, ben moi j'ai déjà dit il y a longtemps, mais vous allez rire, on va rire de vos rires. Tu sais, dans le temps, il appelait ça rire. Là. Ouais. C'est pour ça que pour moi, l'investissement immobilier aussi a été beaucoup plus important que les placements. Ah, c'est ça. B, ça ne t'empêche pas d'être spirituel et d'être un homme d'affaires qui parle de placement concret de la matière. C'est dur à expliquer. Ça ne va pas sans l'autre. Explique ça à un conseiller financier, toi, qui te dit non, mais tu dois placer Industrielle Alliance, machin. Dis-moi, non, l'immobilier, c'est parce que je parlais avec Richard Aglet. Je ne peux pas dire ça. Mais à quelque part, le fait de posséder de la terre, pour moi, je sais que ça vient de tout ce que j'ai pu t'entendre dire à travers toutes les années. Même les investisseurs aujourd'hui disent que c'est la première chose à faire. D'abord, de clairer ses dettes. Deuxième, d'investir dans de l'immobilier. Immobilier, ça veut dire immobile. Ça ne bouge pas, c'est immobile. C'est plus facile aussi de se discipliner, puis la banque te le rappelle, de mettre un montant tous les mois. C'est plus facile de faire ça que de mettre de l'argent de côté, de le mettre à la banque, ou t'es sûr, t'as pas le choix, puis sinon la banque, elle vient cogner à ta porte, elle dit « Il est où mon 1200$? » La semaine prochaine, je suis avec Marc Lapelle, un homme d'affaires, toute sa vie. Ça va être très étrange parce qu'on est en train de partir de sujets très, très ésotériques ou flyés. Oui, mais il faut le relier dans le réel. Mais là, on s'en vient de plus en plus dans les deux pieds sur la terre. Mais il faut. Et là, si tu continues à écouter Richard Glenn avec c'est pas de divagation, mais c'est... J'essaie de trouver un mot là, pour le montrer. C'est glennerie, comme disait quelqu'un à l'époque. Oui, des glenneries. Moi, je racontais ça comme ça, oui. Mais... qu'est-ce que tu t'attends d'entendre ou qu'est-ce que tu veux savoir? Alors que tu es quand même un gars pragmatique, les faits, la réalité. On reste des créatures de chair sur une terre matérielle. On n'a pas le choix. Quand on écoute du Richard Glenn, on se demande aussi l'implication que ça va avoir dans notre vie demain. Sinon, c'est de la pure religion, de la spiritualité. Puis il faut puis moi, je veux pas être le gourou, les pattes croisées, là. Et d'où la conversation qu'on a aujourd'hui, quand tu disais tout à l'heure, Carl Schwab, puis là où on risque d'aller, là je t'avais amené sur 2 ou 3 ans après le point d'inflexion. S'il se passe quelque chose le 24 février qu'on discernera probablement pas beaucoup, parce que ça va peut-être être une signature sur un papier quelque part dans un monastère quelque part dans le monde, je ne sais pas ce que ça va être, mais c'est de là que va découler toute une série d'événements qui va nous amener sur une ligne de temps que tu décrivais. Ou comme dans l'émission avec Stéphane, j'ai rappelé le cas de Stanislav Petrov en Russie. Qui était quoi déjà? En 1983, il a été le Russe qui était chargé à la tête de la défense de la Russie. S'il voyait sur les écrans radars les missiles américains arriver, il pesait sur le bouton puis il renvoyait la réplique des fusées intercontinentales à ogive nucléaire contre l'Amérique. Et dans sa tête, il a entendu une voix qui a dit « Touche pas, fais vérifier tes avant-postes qui sont sur le pôle Nord. » Les avant-postes ont dit « On n'a rien vu passer, on n'a rien entendu. » Bien, c'est pas possible. Si vous avez rien vu, là, ça veut dire que c'était un point d'inflexion où il y a une réalité, là, quelque part. Tout le monde a vu les Avengers avec le multiverse. Il y a une réalité à quelque part où la Terre est un désert nucléaire. Mais nous, on s'est aligné sur une autre réalité. J'aime ça. Autrement dit, ce que d'autres appelleront une piste de temps. Ouais. C'est ça. Philippe Guillemant, un physicien, il nous explique bien ça, les pistes de temps. Il faut choisir à un moment donné, mais il faut que le choix soit collectif. C'est-à-dire que souvent, le collectif part d'un individu. La preuve, Stanislav Petrov n'a pas pesé sur le bouton pour envoyer de la réplique et on l'aurait accusé, lui, d'avoir fait un mouvement agressif alors qu'il n'y avait rien qui attaquait la Russie. C'était seulement un flair sur les radars. Et j'insiste sur ce point-là, c'est que même si une collectivité est liée,
il y a bien souvent qu'un individu qui peut faire toute la différence au monde. Et c'était important qu'on se rappelle de ce cas-là de Stanislav Petrov. Moi, je vois la vie. Et on a entendu parler de l'histoire de Stanislav Petrov presque 30 ans plus tard. Ouais. 30 ans après. Alors, le 24 février 2023, tout le monde a compris. Il va y avoir un autre Petrov. Peut-être que ça peut prendre 30 ans avant qu'on apprenne que ce fameux 24 février 2023, Poutine avait l'intention de fêter l'anniversaire de ce déclenchement d'une guerre par l'Ukraine comme début de Troisième Guerre mondiale, et que là, il aurait utilisé une bombe atomique en quelque part, et ça ne se fera pas. Puis là, les gens vont dire, ben, le 24 février, il ne s'est rien passé. Hein? Ils ont pesé sur le bouton, ça a foiré, puis ça a auto-détruit les bases de missiles intercontinentaux, et la Russie vient de tomber de 10 marches. Ils vont être obligés de rebâtir tout ça pour être prétendants à faire une attaque contre les États-Unis. Et les États-Unis vont l'apprendre. Et que si les États-Unis décidaient d'attaquer, ça serait le meilleur moment. Ils viennent de s'auto-démolir toutes leurs installations. C'est un ultimatum que les extraterrestres ont donné. Alors, les ultimatums auraient donné, les extraterrestres auraient donné l'ultimatum que celui qui va oser peser, il va se faire désactiver ses ogives. Il va s'auto-détruire. Ça a été prouvé dans... oui, je pense bien. Alors ça, on n'en entendra pas parler. Mais c'est sûr que le 25 février, vous allez me dire, Glenn, c'est rien passé. Le 24 février? Rien qu'on Attendez 30 ans, vous le saurez peut-être. Rien qu'on a vu. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Moi, je l'ai pris comme ça. Il y a un point d'inflexion dans la ligne de prise de conscience, par exemple, pour beaucoup de gens, parce que les Russes ont tous compris qu'heureusement qu'il y avait un Stanislav Petrov qui n'a pas pesé sur un flair qui était une fausse attaque. Et ça veut dire que tous les autres qui ont pris sa place après, parce qu'on l'a mis dehors, hein, on l'a mis à la retraite immédiatement, on a dit qu'il n'avait pas été à la hauteur, qu'il n'aurait pas dû réfléchir, il aurait dû peser automatiquement. C'est pas un robot. Ouais. C'est pas un robot. Et là, on s'en va dans une société de robots pour nous défendre. Imagine-toi si on va être bien défendu. Des robots qui vont réagir comme par des algorithmes qui disent que quand tu vois des fleurs, tu répliques. Comme quand à la frontière coréenne, il y a des robots. Là. Oui, le fameux film, là, War Game. Oui, avec Matthew Broderick. Puis il finit en jouant à où? Aux échecs. Non. Au tic-tac-toe. Oui, c'est vrai. Tout simple. Va de plus en plus vite, puis là, moi, il dit, ben attends, il n'y a aucune façon de gagner. Puis là, il passe à la simulation de guerre nucléaire, puis il fait de plus en plus rapidement, puis il dit, mais vous n'avez pas moyen de gagner à ça. Puis à la fin, il lui demande, voulez-vous jouer une partie d'échecs ou une partie de dames, je pense? Oui, quelque chose comme ça, ouais. Mais tu sais, il y a quelque chose dans les films de fiction qui sont toutes des façons d'amener la réalité d'avance, pour que les gens pensent et réfléchissent, ils prennent des positions. Et là-dessus, les êtres dont je parle entendent ce que tu penses. Ils font de la télépathie. J'ai osé dire la semaine dernière, dans l'émission avec Stéphane, qu'il y a des êtres qui visitent dans nos maisons, dans l'invisible. Je l'ai fait passer le message, il était écrit là. Présentement, il y a très souvent des êtres invisibles qui visitent nos maisons. Tu crois? Oui, parce que la fameuse nuit que tu avais vu ce qui s'est passé dans le ciel, tu es revenu chez toi en pleine nuit. C'est quelques semaines après. Ou quelques semaines après. Après la mort de mon père. Bon. Puis là... J'ai fait le saut. Pourquoi? Mon impression, quand je me suis réveillé, j'ai qu'il y avait quelqu'un dans la pièce d'à côté qui voulait me tuer. Pour moi, le message, c'était ça. C'était comme, lève-toi. J'ai jamais eu autant peur que ça. Comme un Dark Vader. Il y avait une présence néfaste dans ma maison. Comme un Dark Vader. Genre. Ouais. Puis là, comme un enfant, j'ai ouvert toutes les lumières dans ma maison, puis j'ai pas dormi de la nuit. J'avais le goût de partir, j'avais le goût de sortir de chez moi. Il y avait quelque chose de négatif. Moi, je l'ai perçu négatif, parce que c'était vraiment négatif. C'est que j'ai juste pas pu... T'avais-tu quelque chose à te reprocher? Ben non. Bon, c'est ça que je pense, moi aussi. Donc... Bon, on a tous... Je pense qu'on a tous des petites affaires à se reprocher, mais... Ce que d'autres appelleraient un pressentiment. T'avais un pressentiment d'une présence néfaste. Ouais. T'as jamais reconnu ça après? Ou c'est juste quelque chose que j'ai pas pu... T'as jamais reconnu ça après? Non. Pas comme ça. Est-ce que tu as pensé, parce que c'est ce que j'insiste beaucoup, je le disais dans l'émission encore la semaine dernière, des gens qui disent, Glenn, on attend qu'ils nous disent des affaires. Je l'ai dit, mais il y a des gens qui captent. Hein? Alors, est-ce que tu as pensé prendre ton téléphone,
appelé tes alliés? As-tu des alliés? As-tu des contacts avec des alliés? As-tu quelque chose, j'allais dire quelqu'un... Toi, je te l'ai dit. Ou quelque chose que tu peux rejoindre, puis tu sais qu'avec ça, tu es en sécurité. Spirituellement? Peu importe, ça peut être ta mère qui est décédée, des amis qui t'aiment, ça peut être moi, une tante ou quelqu'un d'autre. Oui, oui. Ou tu peux avoir des amis... Oui, eux, je les ai vus souvent en rêve après. Bon. Bon, alors, cette fameuse nuit-là, tu aurais pu... C'est spécial. Tu aurais pu... Faire appel à eux, j'y ai pas pensé. Ouais. J'ai pas ce réflexe-là. Ma mère l'aurait probablement fait avec sa mère, son père. Ouais. Elle aurait probablement fait un appel comme ça, effectivement. Mais j'ai pas pensé, moi. Ça coûte pas cher, ça, là. Non. Puis... J'ai steppé. Le 24 février 2023, il y aura des événements qui vont peut-être nous porter à chercher la sécurité, la solution. Tu sais, moi j'ai connu, là, toi tu ne l'as pas connu, tu es né après, la fameuse nuit de la guerre nucléaire à l'époque de Cuba, Kennedy. J'avais 3 ans. C'était en 70, non? Et Khrouchtchev. Non, c'était en 63. Ah, OK. C'était... c'est l'alunissage sur la 70. Oui, en 69, l'alunissage. Alors là, on faisait le chapelet en famille. Il y avait un 24 heures de chapelet en famille là, à la radio, à CKC, directement dans la cathédrale Marie-Reine du Monde, avec le cardinal Paul-Émile. Et il y en a qui priaient, puis qui priaient, parce que là, c'était où les Russes arrêtent d'envoyer des missiles intercontinentaux à partir de Cuba. C'était instantané. S'ils pesaient sur le bouton, c'était en l'espace de 2 minutes les Américains étaient attaqués. Il n'y avait même pas le temps de réagir. Alors là, Kennedy a fait un ultimatum. Hein? Ça m'a fait penser aux extraterrestres avec leur ultimatum. Là. Qui avait fait théoriquement avec Eisenhower à l'époque. Non, c'est Kennedy. Qui commence à être douté maintenant. Avec le temps passe, c'était Kennedy. C'était Kennedy, mais qui avait rencontré des extraterrestres sur une base de Floride? Ah, les premiers, là, Eisenhower. Ah, ben, tu avais eu Truman avant. C'est Truman? Oui. Le premier, et là aussi, on fait un ultimatum. Débarrassez-vous de vos armes nucléaires et on va vous aider. Toujours. Puis, sais-tu ce qui est arrivé avec Truman? Puis, après ça, tu as eu Eisenhower, qui est un général d'armée. Tu sais, je veux dire... Il aurait pu. Le peuple américain, le dernier discours qu'il a fait. Le peuple américain qui a voté pour un général militaire. Parce que c'est la gloire. Il avait sauvé le monde en faisant la guerre en Europe. Oui, mais il n'y en avait plus de guerre. Il restait la guerre de Corée. Un représentant de leadership, puis fort, intègre. Quand on le disait tout à l'heure, parce que la guerre est nécessaire. La guerre forge des humains intéressants comme lui. Il a été vénéré par ses troupes, il était juste, il était sage, il était machin. Après ça, on s'est dit, on va le transformer en président. Alors, réflexe naturel. Ça ne voulait pas dire que c'était un militariste. En tant que général d'armée, tu as beau rencontrer un extraterrestre que tu amènes dans des sous-sols à Washington. OK, là, je te parle d'un cas, là, où ils ont été réunis, là, puis il y avait un général d'armée, il y avait des grosses têtes américaines là, qui pensent, là, comment ils appellent ça, là? Deep State, là. Bon. Et c'était l'ultimatum. Désarmez-vous. Accepterais-tu, toi, de te désarmer quand tu viens de vivre une guerre contre Hitler, puis ça a une chance que tu avais une armée extrêmement puissante? Non, est-ce que vous allez désarmer tous les autres peuples de la Terre? Mais je te reviens sur le 24 février, là. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est de ne pas s'attendre à un truc fantasmagorique, là. Même si l'année commence globalement, mondialement. D'après moi, c'est le plus gros truc qu'on va avoir connu de notre vie, toi, moi, tout le monde. Ah, ça peut être quelque chose qu'on va le voir, on va le constater. On va le constater parce qu'on sait. Ce qui m'a enseigné, c'était, attends-toi... il va vraiment y avoir... C'est plus que par le russe qui a proposé c'est comme il disait dans le temps pour le cirque... Mais ça dit le contraire de ce que tu disais, c'est-à-dire que là, il va se passer quelque chose... The biggest show on earth. On va voir quelque chose le 24 février, donc. On va être conscient de quelque chose. On va avoir pris conscience de quelque chose. Et est-ce qu'on va être conscient parce qu'on va savoir, nous, voir les bonnes affaires? Je ne sais pas pour les autres. Je ne sais pas pour les autres, mais on m'autorise à dire ça maintenant. Tu sais, là, ça vient de changer dans 30 minutes, là. Non, mais... Non, elle n'a pas changé. Ah, non, attention. C'est un événement qui va être visible. Ça a changé, mais tout à l'heure, tu disais que ça pouvait être comme quelqu'un qui paye sur un piton, mais on va le savoir seulement 30 ans plus tard. Oui. Mais on va le voir. Il y aura quelque chose qui va faire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas peser dessus. OK. Mais qu'il y aura quelque chose qui aurait dû provoquer de peser dessus. OK, ça se tient. Je ne sais pas si tu comprends la différence. Oui. Tu essaies de voir. C'était cohérence. Moi, tu sais que je suis un gars de cohérence.
Parce que si, mettons, il y a Je m'adresse à la caméra aussi, tu vois. Oui, parfait, ça. Une éjection coronale, le soleil, et pendant Un EMP, 3 jours et 3 nuits, aucune communication électronique puisse se plus faire. que ça. Un EMP au-dessus des... Nous, on a un système qui est quand même... Puis tu disais, le Québec pourrait être un lieu protégé parce que notre système électrique est plus protégé qu'ailleurs. Mais s'il y a un EMP, puis que tous les transformateurs... Dis-ce que c'est un EMP. EMP, c'est... Un truc électromagnétique qui pulse. Une pulsation électromagnétique. C'est ça. Électromagnétique. Mais si ça arrive, là, comme disait Jésus de Montréal, il ne faut pas que ça arrive l'hiver, parce que tu en as pour 6 mois à remplacer tous les transformateurs partout. Oui, mais c'est pas Jésus de Montréal, là, toi, tu parles du film d'Arcan. Oui. Mais savais-tu qu'il a pris ça carrément dans les textes? C'est Matthieu, chapitre 21. Il y avait un peu de Richard Glenn là-dedans aussi. Priez pour que ces événements n'arrivent pas durant l'hiver. Ouais. Et malheur aux femmes enceintes en ces jours, car... Mais tu te souviens qu'il y avait un peu de Richard Glenn aussi, tu sais, quand ils sont sur la petite balustrade, puis il y a des ésotéristes qui viennent poser des questions aux acteurs, puis qui font « Ah, oui, oui. » Et il neige à Rome. Ah, oui, oui. Puis à l'époque, c'était, moi, à mon avis, il avait écouté du ésotérisme oui, expérimental pour dire ça, clairement ça. Ben oui, ben oui. Je m'en souviens, parce que déjà, je t'écoutais, puis ben, quand j'ai vu ça... c'est un génie dans ce qu'il fait. Oui. Puis il doit t'écouter. Puis là, il prépare... Ben oui, salut. Hein. J'aimerais bien vous rencontrer personnellement, physiquement, parce qu'on aurait des choses à échanger. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en reviens pas de quelle façon on est capable, malheureusement encore, d'être victime du syndrome colonial. C'est-à-dire que des génies québécois qui font des œuvres d'art extraordinaires... Qui doivent s'exporter, oui. On les met sur le boisseau, on les écrase, ou ben non, ils s'exportent. Ils s'exportent parce que c'est un petit marché, le Québec aussi, on le comprend. L'argent n'est pas ici. Il y en a, mais je veux dire, quand tu veux partir un projet technologique, tu vas aller aux États-Unis, Japon, Asie. Villeneuve, qui est un grand réalisateur comme Arcan, pour avoir les budgets qu'il il fallait vendre son talent aux Américains. Oui, parce que s'il l'aurait fait en court-métrage, là-bas, il fait en trois films de 3 heures. Mettons que l'argent est présent là-bas. Ben, totalement. Alors, à des budgets faramineux comparés à nous autres. Donc, si on revient le 24 février, parce qu'on la regarde, moi, je trouve ça positif, je trouve ça intéressant, parce que tu dis, il va arriver quelque chose. Je peux te dire que ça ne sera pas intéressant. Mais ce que je comprends, c'est que si on sait certaines choses, on va le voir plus que si on ne sait pas. Si on n'a pas un esprit, une conscience ouverte à certaines choses, pour ça, je n'ai qu'une phrase à dire que j'ai répétée souvent, puis Geneviève s'en souvient très bien. Elle se souvient de tout. Ils me disent, tout est sous contrôle. Alors, pour eux... C'est-à-dire, à nos yeux, c'est effrayant. Pour eux, c'est pénible pour le vivre, mais c'est par là qu'on passe. Puis en passant, si vous tenez le coup, si vous passez à travers, tout est sous contrôle. 5 ans, 10 ans plus tard, on va dire, c'est un peu comme, tu sais, je veux dire, quand on a détruit Hiroshima et Nagasaki, 2 bombes atomiques. La deuxième ville, c'était pas Nagasaki qui était prévu. Ils ont changé de bord le bombardier, il y avait trop de nuages, ils n'étaient plus capables de savoir s'ils frappaient là où ils devaient frapper pour faire le désastre qu'ils devaient faire. Imagine-toi donc. À cause des nuages qui ont été provoqués sur une ville qui était pacifique. Une ville sur, oui. Il y en a une troisième. Donc, c'était qui? C'était quoi C'était une autre cible. Ouais. Ils ont dû prendre la cible suivante. Ouais. Le bombardier. Hey, les gens d'en dessous des nuages, ils savent-tu? Ils ne sauront jamais. Ou ils l'ont su après. Ou ils l'ont su après. Oui, probablement dans les années 70 même. Là. Oui. Que c'était 30 ans plus tard. C'était eux qui devaient passer par le feu atomique. C'est quelque chose. Hein? Pour faire un point d'inflexion, pour transformer la société en d'autres choses. Parce qu'on a quand même connu des années tranquilles après ce point d'inflexion. Oui. Mais les gens qui ont été victimes de ces bombes atomiques-là, ça a été effrayant pour eux. Mais ça a donné une tellement grosse leçon à l'humanité qu'on a dit avec la bombe atomique, on ne peut plus faire de guerre. Si on commence à s'envoyer une bombe par la tête, ça va être la destruction de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on a vu les effets que c'était sur un petit territoire avec des petites bombes. 300 fois moins puissantes que ce qu'on a aujourd'hui. C'est rien, c'est des bombes de terrain que tu peux transporter dans une valise, ce genre. Ben oui, exactement, grosses comme un pamplemousse. Puis d'ailleurs, les Russes en avaient développé des fameuses bombes grosses comme un pamplemousse. Ça sortit dans les romans de John le Carré, des années après que toi t'en aies parlé sur ton émission. Après que j'en ai parlé, parce que j'avais des sources qui m'avaient très clairement dit que oui,
Et pire que ça, veux-tu que je t'en rajoute? Tu étais vraiment connecté. Moi, j'ai des choses que je sais, parce que j'ai quand même une mémoire pas pire, que tu as dit dans les années 70-80, qui sortent là, maintenant, puis les gens vont, moi, ouais. Je me dis, je savais déjà, moi. Parce que j'ai su écouter les morceaux, puis tu l'as dit. Je suis venu voir Montréal, moi, avec des changements qu'on a maintenant qu'on n'avait pas dans le temps. Puis je me promenais en auto, puis je me disais, ça ne sera plus là. Mais regardons ça va être un parc. Toutes ces vieilles maisons de... Tu sais, tu sors du pont Jacques-Cartier, là, en entrant à Montréal, il y a un grand parc qui a une espèce de basilique au fond, avec des grosses colonnes, une grande bâtisse extrêmement classique. Mais avant, on ne la voyait pas. C'était des taudis qu'il y avait là. Puis moi, là, je l'avais vu, ça, ce parc-là. Je l'avais vu, la bâtisse, avec les colonnes, toutes. Pendant des années, je me disais, quand est-ce qu'ils vont se décider à l'enlever? Quand est-ce qu'ils vont les enlever? Quand est-ce... Vont-tu finir? Ben oui, ils ont enlevé. Mon petit duplex va être encore là un petit bout de temps? J'ai pas demandé d'abord. J'ai pas d'affaire à parler de ça. Ça fait dire non. La réponse. J'ai mon kit dans le sous-sol que je peux quitter quand je veux. Ça, c'est bien. Toujours prêt. Oui. Comme les scouts. Tu allais dire quelque chose, je t'ai interrompu avant que je te pose la question. Tu étais sur le point de me dire d'autres choses. Puis là, ils vont tous m'en vouloir à la maison. Non. Dire, ah oui, ah ben oui. Il allait me dire les vraies affaires. Oui, comme quoi? Moi, je ne sais pas à quel moment. Avant que tu dises toutes les choses que tu savais à l'avance. Oui. C'est plus. Regarde la télévision, puis tu viendras me demander plus tard. On s'en fera une émission d'ici le 24 février. Oui. Ce qui m'épare le plus, c'est que l'événement arrive comme par surprise. Ah non? Un peu comme quand Poutine a envahi l'Ukraine. Ouais. On le voyait-tu venir? Moi, je peux te dire que à 2 semaines de l'événement, ça faisait partie de mon émission, où il faisait l'éloge de Poutine, qui est en train de créer une bonne alliance avec l'OTAN pour que les choses s'arrangent. Et vous verrez que c'est la Russie qui va amener la paix. Bang! 2 semaines après, 3 semaines après, on était au début de février. 3 semaines après, Poutine a envahi l'Ukraine. Et c'est mal connaître les Russes parce que 1 mois ou 2 mois. Ça fait 1 heure. Je vais juste comme l'arrêter pour. Fais un petit ploup-ploup pour voir que ça s'enregistre bien ici encore. Ah, sur le doigt? Un peu, ouais. Je voyais que la lumière rouge flashait. Okay. J'arrête celle-là. Puis la batterie, ça dit quoi? 33%. Aïe, ça va vite. Ben, je suis content, ça marche. Okay, ça va-tu à ton goût? Ouais, c'est super. Ben, ça va-tu à ton goût? C'est ton émission. Je vais juste aller aux toilettes, là. Manu, ça va-tu à ton goût? C'est ainsi que s'est terminée cette première partie de l'enregistrement avec Jean-François Poulain. En espérant que cela correspondait à vos attentes. Il y aura une suite dans le club créé, bien évidemment. Vous pouvez nous rejoindre dans le club créé à l'adresse orandia.ca. Et pour les abonnés du mois de janvier 2023, il y aura, dans quelques jours après la diffusion de ce vidéo Orandia, cette rencontre avec Jean-François Poulain réservée aux abonnés du club créé sur le thème Illumination. On se comprend? Il y a déjà dans le club créé du mois de janvier le supplément au vidéo Orandia numéro 2 avec mon garçon Stéphane et Spirale chez Stéphane dans les Basses-Laurentides. Et tant attendu, la fameuse rencontre avec M. René-Éric Olsen suite au vidéo Orandia numéro 4, donc qui devrait être diffusé la semaine prochaine si notre traducteur qui est en Espagne aura le temps de traduire ce qui est en anglais. En voici un extrait d'ailleurs. And they said they could feel a little bit in the lower calf muscles when they landed. Okay. That was the only thing, nothing more. Okay. So that was quite a strange feeling. But that was when we began on the 12th. We were transported very, very long distance to the cruiser or mothership, whatever you want to call it. Like a cigar shape? It was a cylindrical shape, yeah, cylindrical shape. Yes. Yeah, definitely. I repeat that from your book. Okay. You wrote a book about a cylinder. And yes. You see this one here is very clear. That is the one that we were brought up in. Yes. Okay, and I put the cylinder in the sky. It's okay. dark. It's very far in the yeah. sky. Normally, and yeah, but that is how it looks. Yeah. Yes, exactly. Yes. And I let you speak about something on your book
there is a black sky, very dark. Black. It is completely dark. Dark, yes. And on my picture, I put stars and galaxies, you know, for fun. But in real, when you are in space, it's dark. It is completely black. I would say it's the blackest I've ever seen anything. You know, like when you turn the light off before your eyes just perceive the room you're in, that is how black it is. It is blacker than the darkest of black. Oh, I've never seen anything that dark ever before. Even though I'm a painter, I know what a dark black looks like. Monsieur Olsen nous disait ici en terminant que dans l'espace, lorsqu'on regarde, il n'y a absolument aucune étoile. Tout est complètement noir, profondément noir. Et le premier humain de l'époque moderne qui nous en a parlé de cette réalité, c'était Georges Adamski. Je vous recommande d'aller regarder le Vidéorandia numéro 49, dont il y a un supplément ici dans le club créé du mois de décembre, avec M. Michel Zirger du Japon. Et très bientôt, nous retrouverons, soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, la rencontre avec M. René-Éric Olsen, un ufonaute, puisqu'il n'est pas un astronaute, mais il est parti en OVNI, en UFO. Et oui, alors ce sera une rencontre exceptionnellement intéressante, parce que c'est le témoignage de quelqu'un qui nous dit être allé à bord d'une soucoupe volante qui l'a amené à un vaisseau mère en forme de cigare et qui est allé jusque sur une autre planète. Ne manquez pas de lire le complément surprenant qui s'ajoute à toutes les émissions que nous faisons tous les samedis soirs avec beaucoup d'informations supplémentaires, complémentaires. Merci d'être abonné au Club Créé et un pouce par en haut toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À bientôt!